Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société ? Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques ? Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armelle Solélac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 3e saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marion Grenier, qui est directrice marketing à l'Office du tourisme des Arcs et administratrice de Pau France. Bonjour Marion. Bonjour. Alors Marion, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours académique, d'où tu viens, ce que tu as fait et jusqu'à ton parcours professionnel, s'il te plaît? Alors clairement, je savais pas trop ce que je voulais faire après mon bac. Moi, je venais d'une famille un peu spécialisée dans le médical, donc je savais que je voulais pas du tout faire comme eux. Donc je me suis orientée vers une prépa et une école de commerce. Alors j'avais déjà un peu l'envie de rester près de mes montagnes, hein, donc j'ai fait une école de commerce à Chambéry. J'avoue que le format un peu militaire, la classe prépa, m'a moins plu. Mais j'en garde quand même un très bon souvenir. Et je me dis que ça m'a plutôt aidé sur plusieurs pans, que ce soit culture générale, préparation aux oraux, posture ou charge de travail. Donc plutôt un bon souvenir. En plus, je pense que comme tout le monde, hein, mon parcours a été fait de rencontres. Je me suis créé aussi un réseau tourisme travel. J'ai travaillé 1 an pour un tour opérateur à Londres. Je suis revenue aussi en France. J'ai travaillé pour un groupe magasin de sport sur Annecy. Et ensuite, j'ai travaillé pour 4 ans à Tignes, et notamment pour des gros événements comme les X Games ou le 31 décembre. Et enfin, maintenant, depuis 10 ans, je suis aux Arcs. Donc avant, j'étais responsable marketing et maintenant, je suis directrice marketing et com pour l'Office du tourisme avec une belle équipe de 10 personnes. Voilà. Est-ce que tu peux justement nous parler de la station des Arcs et nous dire un peu en quoi elle est si singulière? Alors déjà, personnellement, pour moi, c'est ma station de cœur, hein, parce que moi, je suis originaire de Bourg-Saint-Maurice. Donc pour moi, c'était aussi important de travailler ici. J'ai vraiment un gros affect. Et en plus, c'est vrai qu'on a la chance, pour moi, c'est plutôt une force, d'avoir une ville à l'année et une station multisite d'altitude. Donc c'est très, très complémentaire. Pour moi, sa singularité, ça réside aussi dans le fait que on est accessible en 100% piéton, avec une gare internationale à Bourg-Saint-Maurice, la possibilité de venir depuis Londres, Amsterdam, Bruxelles, en train, et d'avoir cette colonne vertébrale qui va nous lier entre Bourg-Saint-Maurice et les Arcs avec notre funiculaire. Donc c'est quand même assez atypique en termes d'offres de séjour et de service client. Et concernant ton activité, qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles? Et depuis 10 ans, quels ont été les gros défis à relever aux Arcs et quels sont ceux qui t'attendent là, maintenant, pour les saisons à venir, les années à venir? Alors, ce qui me plaît le plus, je crois que là où j'ai le plus de plaisir dans mon métier, c'est peut-être, il faut avoir une capacité à se renouveler, à raconter des histoires. C'est toute la partie communication, effectivement, m'intéresse. J'aime beaucoup aussi le management. C'est vrai que c'est important et on travaille vraiment en collectif, que ce soit aussi avec d'autres équipes, domaine skiable ou autres. Développer notre esprit créatif, animer les équipes, ça c'est hyper important pour moi. Et j'aime bien aussi le fait en étant un tour, en fait, l'office du tourisme, on est vraiment au centre de ce qui se passe dans la vie de la destination. On dirige la communication et on fédère en fait tous nos partenaires. C'est assez unique pour une marque de travailler en fait la communication à ce niveau-là et avec autant de partenaires, que ce soit l'hébergeur, l'école de ski, etc. Et je crois que j'aime bien le fait de fédérer
et de lancer le mouvement avec tout ce beau monde. Euh, Maintenant, sur la partie challenge, je crois que c'est assez clair que le ski en ce moment a la vie un petit peu dure. Et je crois que ce qui est plus dur en ce moment, c'est de concilier un petit peu ce qu'on voit, ce qu'on aime. On a l'impression qu'il y a un petit peu deux mondes qui s'opposent, hein. Le monde d'avant, on va dire tout va bien, on peut skier, pourquoi se poser trop de questions. Et le monde d'après, pro-écologiste, pas besoin du ski, on n'a qu'à changer de modèle économique et diversifier notre offre. Et je pense que ça manque un petit peu de nuance. On peut pas être uniquement d'un côté ou de l'autre. Je crois que le ski paye et payera notre transition, mais elle va prendre du temps. Va falloir être patient. Et je crois que c'est ça un petit peu le plus gros challenge. Alors, dans ce cadre-là, vous avez adopté une démarche assez intéressante aux Arcs, puisque vous avez suivi la démarche Flocon Vert, qui est mise en place par Mountain Riders, qu'on salue. On a eu la chance d'interviewer pour cette saison en ouverture Camille Régoré. Pourquoi est-ce que vous avez mis en place cette démarche et comment vous y êtes arrivé ? Alors, on souhaitait mettre en place cette démarche déjà depuis plusieurs années. Je crois que ça nous a fait tilt quand on a aussi fait des réunions avec le domaine skiable qui était aussi avancé sur ces sujets-là, qui nous parlait déjà de l'Observatoire de la montagne en 2017 et en 2018. Et je crois que j'ai été aussi influencée par des partenaires extérieurs. On était en partenariat, et on l'est toujours, avec la marque Picture depuis maintenant 5-6 ans. Et eux, pour le coup, avaient déjà pris le lead sur tous ces sujets-là. Donc c'était intéressant de les avoir en tant que partenaires. On a vraiment validé le lancement de notre démarche en 2019 et on a obtenu notre label en décembre 2020. Alors si on se rappelle bien ce timing, c'était vraiment le pire moment. C'est-à-dire qu'on a fermé une station de ski, on faisait 100% de nos temps de communication de crise, des réunions en visio, des masques, enfin voilà. On a changé aussi d'élu pendant ce moment-là. Et finalement, on a été labellisé. Donc ça, c'était plutôt chouette. Donc je crois pas qu'en fait qu'il y ait vraiment un bon moment pour le faire. Je crois qu'il faut vraiment le provoquer et être un petit peu acharné. C'est ce qui fonctionne le mieux. Le premier pas, ça a été effectivement de rassembler les acteurs autour de la table, de coordonner la démarche, de fédérer. Et je crois aussi surtout qu'il y avait un terreau qui était assez fertile chez nous. J'ai senti tout de suite de bonnes ondes. Il y avait des vraies preuves, des convictions, des actions concrètes, des acteurs sensibles à la démarche. Je crois que sans ça, c'est compliqué d'avancer. Je crois pas non plus qu'il y ait une personne plus apte qu'une autre à le faire. Voilà, c'est une question de sensibilité et de pouvoir être au centre pour rallier un petit peu toutes ces énergies-là. Voilà. Et dans toutes les démarches, les actions que tu as lancées depuis 10 ans aux Arcs, quel est ton top 3, top flop et top top? Qu'est-ce que tu as super bien réussi avec tes équipes et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et pourquoi? Alors, on va commencer par peut-être les flops. Je dirais que c'est peut-être un peu de la naïveté des fois sur la mise en mouvement et notre impatience. Croire que tout le monde va bouger en peu de temps et un peu tout seul. Des grands acteurs, je pensais que des grands acteurs, des hébergeurs m'aideraient à prendre le lead, mais en fait on se rend compte qu'il faut vraiment un chef d'orchestre et revoir souvent nos partenaires. On pense aussi que nos actions sont toutes hyper lisibles. Bah ouais, c'est hyper clair pour le client, les flocons verts, etc. On est hyper alignés. Mais en fait, on se rend compte que les gens ils sont pas forcément au courant, ils vont pas forcément chercher l'information. Et des fois, on est un peu déçus de tout ça parce qu'on se dit, je fais plein de choses, mais finalement, les gens le savent pas. Donc, je pense que c'est un combat de tous les jours de rendre cette information dispo et surtout de la donner un peu à toutes ces corporations. Ça va être la presse, nos propriétaires, nos visiteurs, nos habitants, parce que c'est souvent les habitants qui sont aussi moins bien informés de ce qu'on fait, nos commerçants, nos partenaires, et de joindre tout le monde à cette démarche. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, plus compliquée, en tout cas là où des fois on s'est un petit peu cassé les dents. Les belles actions dont on est le plus fier ou qui étaient peut-être les plus concrètes ou visibles, c'est souvent l'action, hein, finalement. Je pense notamment à l'eau des Arcs. C'était une démarche zéro plastique. Donc une campagne qui commençait par pourquoi aller boire ailleurs et sensibiliser nos visiteurs sur le fait de ne plus acheter de bouteilles en plastique qui faisaient le tour du monde ou de la France, mais de simplement recharger sa gourde dans des magasins partenaires.
Pourquoi une opération comme ça fonctionne? Parce que c'est une campagne qui est hyper simple. Clé en main, on donnait à nos partenaires la possibilité de commander via nous les gourdes, les PLV, le message. Donc pour eux, c'était vraiment hyper simple comme mise en place, concret. Et ce qui était aussi sympa par rapport à cette campagne, c'est que l'idée, elle venait de notre audience. C'est-à-dire que on avait fait un sondage, je crois, sur Facebook, hein, ça date déjà un petit peu de 2019, où on leur avait demandé justement, et vous, qu'est-ce que vous feriez pour une destination plus verte? Et l'eau était ressortie sur le fait d'arrêter de proposer des bouteilles en plastique sur notre domaine. Donc ça, c'était chouette. D'autres choses. Et excuse-moi, mais vous vous êtes pas mis à dos tous les bars ou les commerces d'épicerie, etc. Alors, on n'a pas interdit la vente de bouteilles en plastique. Ça, c'était important pour nous de pas être justement sur ce mouvement-là. Mais par contre, on s'est rendu compte que déjà beaucoup de gens proposaient des gourdes et la possibilité de recharger en fait sa gourde sur place. Donc, on a plutôt mis en lumière des pratiques qui existaient déjà un petit peu, et on l'a rendue plus collective. Bien sûr, il y a des gens qui sont pas du tout venus dans la démarche, etc. Mais c'était déjà un bon premier pas. Après, sur d'autres actions qu'on a pu mener, je pense notamment à l'événementiel, parce que c'est souvent des actions qu'on mène via l'Office du tourisme. On a depuis 3 ans le Stop Waste Tour en partenariat avec Mountain Riders et Picture, où là-dessus on a créé une vraie expérience. Parce que comme ça, voilà, collecter des déchets en montagne, ça peut ne pas paraître très sexy. Et là, on l'a rendu plutôt sympa avec une belle expérience. Beaucoup de familles. On arrivait à avoir à peu près entre 250 et 300 participants, hein, ce qui était plutôt bien. Et c'était vraiment un prétexte de venir, de sensibiliser, de participer, voilà, à quelque chose pour ma montagne. Et je pense que tout ça a bien marché parce que c'était fédérateur. Il y avait un repas tous ensemble, il y avait un éco-village qui était monté par Picture. Voilà, il y avait plusieurs choses. Donc ça, c'est des choses qu'on va continuer avec eux. Et enfin, une dernière action aussi qu'on a montée l'année dernière, c'est notre T-Rex. C'est un événement, c'est une journée en fait, dédiée au retour d'expérience sur la transition. Donc plutôt des conférences, etc., plutôt pour la partie B2B. Au total, on avait 15 marques, des territoires, des collectifs, des marques, venus nous parler de cas concrets dans un format très court et concis. Donc l'année dernière, on a eu à peu près 120 inscrits et on relance l'événement là pour le 9 juin prochain. Donc save the date pour venir nous rejoindre à Bourg-Saint-Maurice le 9 juin. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote que tu as vécue pendant la mise en place de cette démarche aux Arcs? Alors, un souvenir, une anecdote, je me creuse un peu la tête, parce qu'il y en a eu beaucoup. Peut-être que, oui, dans la démarche Flocon Vert, ce qui peut être compliqué, mais c'était plus parce que moi, j'avais peut-être une méconnaissance, en fait, de toutes les actions qui étaient faites par toutes les corporations, entreprises, collectifs. Donc, tu peux passer de la Comcom au domaine, au personnel de la mairie. Donc des fois, je sortais un peu les rames pour comprendre à distance, parce que c'était toujours Covid oblige, c'est-à-dire qu'on pouvait pas se rendre chez les entreprises, pour savoir qui traitait, par exemple, les eaux usées sur la commune, par exemple. Voilà. Donc c'est moins glam que de faire des campagnes de communication, mais en tout cas, voilà, j'ai appris beaucoup de choses, je trouve, en tout cas, en essayant d'organiser tous ces rendez-vous autour de l'audit, et j'ai pu rencontrer voilà, pas mal de gens. Donc plutôt des moments très sympas. Depuis quand vous êtes Flocon Vert aux Arcs? Dis-moi, Depuis décembre 2020. 2020. Et du coup, avec donc ce retour d'expérience de 3 ans, quelles sont les recommandations que tu ferais à une destination de montagne qui aimerait être labellisée Flocon Vert? Pour moi, le plus important, c'est de trouver des alliés. Seul, c'est impossible à porter. Donc, chercher des gens dans chaque structure qui auraient cette sensibilité et cette volonté d'action. Ça a été vraiment mon cas avec le domaine skiable, avec Laura Cumin ou Marie-Clémence Vallier, qui m'ont vraiment aidé justement à porter la démarche. Et après, ce qu'il faut être conscient, c'est que voilà, être labellisé, c'est une chose. Et après, il y a tout ce qu'on va en faire derrière. C'est-à-dire que en fait, c'est un point de départ. Donc on a une gouvernance qui est plutôt instaurée. Il y a des commissions il y a un COPIL qui va être organisé. Et après, c'est toute l'animation et ce qu'on va en faire. Il faut être conscient que voilà, c'est
c'est quelque chose qui est toujours mouvant et qui peut être toujours sensible. Il faut que ça reste une priorité dans toutes nos organisations. Et d'une manière générale, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour conduire ce type de démarche? Je crois que c'est bien s'entourer, la force du réseau. Moi, j'avais fait mon premier stage avec Monsieur de la Montagne, Monsieur Jean-Marc Silva, vous devez connaître. Et je crois que ça a été plutôt un bon guide. Il a eu de bons conseils et j'y pense souvent. Il a un côté RP hyper développé, il m'a donné de bons tips aussi dans ma carrière. Et je crois que je suis toujours préparée lorsque je dois, voilà, aller à une réunion, prendre la parole ou autre. Moi, l'impro, c'est pas forcément mon truc. Je suis plutôt une besogneuse. Mais j'écoute quand même, voilà, mes émotions, les feelings de l'audience. Enfin, en tout cas, voilà, j'espère le faire correctement. Alors, si on regarde l'industrie du tourisme en montagne, sur ces 10 dernières années, donc c'est une industrie qui a énormément évolué. Quels sont les changements, les évolutions qui t'ont le plus marqué? Alors, il y a 10 ans tout pile, c'était le moment où je quittais Tignes. Donc, clairement, je venais du monde de l'événementiel, voilà, des grosses infrastructures. Donc, c'est hyper clair dans ma tête encore maintenant. On était, et même en arrivant aux Arcs, hein, on était encore dans le toujours plus. Voilà, des gros événements internationaux, des grandes constructions. Tout devait être de plus en plus grand, des grands domaines skiables, avec les 10 ans de paradis ski aussi. On n'avait pas trop conscience d'être too much. Je crois qu'on était dans l'hyper développement et on se tirait tous un peu la bourre, que ce soit voilà toutes les destinations françaises, mais aussi même au niveau international. 10 ans plus tard, en 2023, bon déjà personnellement j'ai 2 enfants, j'ai une autre vision, je pense aussi des choses, j'ai évolué et professionnellement le monde qui nous entoure est plus le même. Alors, on doit être résilient, sobre, bienveillant. J'avoue que des fois ces termes peuvent m'énerver un petit peu parce qu'on fatigue un peu de cette perfection à atteindre et d'être le meilleur en tout. Ce qui a changé, je dirais que c'est pas qu'on donne la priorité à l'action écologique, mais qu'on sait qu'il faut agir, mais qu'on n'agit pas forcément. C'est-à-dire que le savoir semble acquis et l'action pas encore dans tous les domaines. Voilà. C'est marrant ce que tu dis, Marion, parce que ça me fait penser un peu à un régime. On sait toutes que il faut éviter de manger du sucre si on veut perdre du poids, mais pour autant, c'est très difficile de s'empêcher de manger du chocolat et de résister finalement. Il y a quelque chose de cet ordre-là en fait par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais, je crois qu'on est tous un peu tiraillés parce que il y a ce qu'on veut faire au niveau perso, au niveau pro, et c'est pas facile. Et je crois qu'il faut juste un peu accepter des fois d'être imparfait et voilà, de pas tout faire bien. En tout cas, moi, c'est ce que je pense de moi. Ce qui est d'autant plus difficile dans un monde où, comme tu l'as dit, les injonctions à la perfection sont incessantes. C'est toute la journée, toute l'année, tout le temps, quoi. Pour rebondir sur la question précédente, la RSE, elle prend évidemment une place de plus en plus importante dans notre industrie. Selon toi, c'est quoi les plus gros défis qu'on doit relever en la matière dans le secteur du tourisme ? RSE, c'est vrai que c'est hyper large. Je crois qu'on a compris qu'on devait prendre soin de notre environnement, c'est acté. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent vraiment. Même si on est encore hyper perfectible, j'ai l'impression qu'on avance là-dessus. En fait, surtout, je le vois dans l'exploitation, les questions qu'on se pose quand on fait de nouveaux projets sur un territoire de montagne. En revanche, des fois, j'ai plus de doutes sur le volet social. L'accessibilité, le traitement de nos travailleurs en montagne. Et je pense qu'on devrait des fois appuyer un petit peu plus fort. Euh, on doit encore travailler sur le fait de rendre désirables nos destinations pour tous et donner en fait envie d'y travailler. On voit qu'en ce moment, la notion du travail en montagne est très sensible. Alors, elle est vraiment liée aussi à l'hébergement. C'est clé. On doit avancer rapidement pour pas perdre nos travailleurs motivés pour venir nous voir à la saison ou à l'année, qui arrivent en fait plus vraiment à se loger ou pas de la bonne manière. Donc, faut qu'on avance plus fort sur ces sujets-là. Et justement, vous avez mis en œuvre certaines orientations parce que ça, c'est une problématique que toutes les stations rencontrent.
Il y a quoi? Il y a des choses en réflexion, Il y a des actions deux choses liées à l'hébergement. Alors, d'une part, touristique, c'est que pendant 6 ans, avec nos élus, il y a un moratoire sur la construction de nouveaux lits touristiques. Donc, on n'aura que des actions de rénovation. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et après, sur la partie travailleurs, il y aura une nouvelle résidence saisonnière à Arc 1800, un nouveau projet aussi pour l'accessibilité à la propriété, à la location sur Bourg-Saint-Maurice. Mais on sait, voilà, c'est une solution parmi d'autres, mais il en faudra encore plus. Justement, dans ces démarches RSE, quelles sont les grandes étapes que les entreprises, enfin que l'industrie de l'outdoor doit franchir quand on s'engage dans une démarche RSE en montagne, dans l'outdoor essentiellement? On commence par quoi? C'est quoi les grandes, on va dire les grands drivers? Nous, notre industrie ou même la manière dont on a traité nos actions, c'est déjà de faire le bilan de ce qu'on fait, de voir là où effectivement on a des faiblesses et on doit être meilleur. C'est d'être transparent, hein. Je crois que ça, c'est quand même assez clé pour pas surjouer tous les messages qu'on va avoir après. Et après, ça va être de prioriser nos actions. Nous, on voit que l'industrie actuelle, elle repose sur le modèle économique lié à l'exploitation hivernale. L'hiver finance le reste, donc il faut basculer vers un autre modèle. Donc on a dit ça, c'est hyper facile à dire, mais pour l'instant, personne n'a vraiment la clé pour le faire correctement. Et lorsqu'on pense maintenant à un projet d'hiver, forcément, il sera pensé sur les autres saisons, et même avec une saison hivernale avec moins de neige. Donc maintenant, tout est orienté là-dessus. Je pense aux prochaines actions sur le domaine skiable, où actuellement, c'est plutôt assez malin, hein. Il y a des choses qui ont été faites. Un exemple précis que j'ai en tête, c'est les fresques lumineuses qui sont sur le domaine. C'est-à-dire qu'on utilise un bâtiment qui, normalement, où on range les télécabines le soir, et la journée, en fait, il est vide. Et du coup, on fait du mapping vidéo. Et du coup, on propose un produit pour des non-skieurs en utilisant un bâtiment qui existe déjà. Ouais, c'est génial comme initiative. Pour clôturer un peu cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire, que ce soit sur la RSE ou sur le développement des stations de montagne, ou un documentaire éventuellement à voir? J'ai plutôt pensé à un documentaire. J'ai regardé rapidement, récemment et rapidement. C'était sur France 5, ça s'appelait l'émission Sur le front. Pourquoi le train est-il toujours plus cher? Donc ça m'a apporté un peu des clés de lecture, de comprendre un petit peu pourquoi un billet pour faire j'ai n'importe quoi Paris Barcelone était beaucoup moins cher en avion qu'en train. Donc clairement, c'est par rapport aux taxes qui sont payées au sol, dans les airs, sur le carburant, et on se rend compte qu'effectivement on n'est pas tous logés à la même enseigne, que ce soit entre le train et l'avion. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de réponse magique à tout ça, mais en tout cas, on comprend mieux ces grandes différences. Et on attendrait effectivement du politique qui passe à l'action. Mais voilà, c'est toujours des fois un peu utopique. Mais en tout cas, on garde un petit peu cette réflexion en tête. Merci beaucoup Marion Grenier d'avoir été notre invitée dans cet épisode d'Outdoor Minds. Alors les 3 points à retenir sont les suivants. Le premier, c'est qu'il n'y a pas le monde d'avant qui s'oppose avec le monde d'après, où il n'y aurait plus de ski. En fait, il faut une nuance et prendre la voie du milieu, d'autant plus que c'est justement le ski qui va permettre de financer la transition vers un autre business model. Le deuxième point, c'est que croire que tout le monde va bouger en même temps lorsqu'on conduit une démarche RSE, c'est une illusion un peu naïve. Et en l'occurrence, on ne communique jamais assez sur ce qu'on fait. Et plus les actions de communication seront sexy, plus elles fonctionneront. Et enfin, le dernier point, c'est que la clé pour porter une démarche au sein d'un territoire, et notamment une démarche RSE, eh bien, c'est de trouver des alliés qui seront des relais dans les moments difficiles. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivés au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et à mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux.
À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.